Bonjour à tous, tout le monde est là. Nous reprenons les travaux avec la dernière table ronde de ces rencontres. Table ronde qui est dédiée à la thématique des enfants en génomique avec un focus particulier sur la participation des enfants aux décisions en santé, des principes aux pratiques. Donc la table ronde sera introduite par une petite introduction qui sera partagée entre Laurence Wolf, qui est chef de la division d'éthique du Conseil de l'Europe et secrétaire du comité directeur pour la bioéthique du Conseil de l'Europe. Malheureusement, il n'a pas pu être là, mais il nous a envoyé une vidéo pour introduire les principes et les propos. Puis, je présenterai le guide du Conseil de l'Europe sur la thématique de la participation des enfants aux décisions en santé pour vous montrer le travail qui a été fait, mais pas que, pour aussi commencer à discuter des principes qui devraient guider la participation, les pratiques concernant la participation des enfants aux décisions en santé. Et puis, on aura une discussion avec des experts que nous avons invités. Bonjour à tous, je souhaite avant tout vous remercier pour cette invitation à intervenir devant vous et je vous prie de m'excuser de ne pas être en mesure de le faire de vive voix. L'objet de cette présentation à deux voix est de vous présenter le guide sur la participation des enfants aux décisions concernant leur santé. Ce guide, il a été développé conjointement par deux comités directeurs du Conseil de l'Europe, qui sont respectivement responsables pour l'un de la protection des droits humains dans le domaine biomédical, dont le nom est CD Bio, et pour l'autre, responsable de la protection des droits de l'enfant, dont l'acronyme est CDENF. Pour l'élaboration de ce guide, nous avons par ailleurs bénéficié de l'expertise du réseau TEDI et d'Anna Grazia Altavilla, que je souhaite à nouveau remercier aujourd'hui. Les enfants sont des détenteurs de droits et ont des aptitudes à prendre des décisions qui évoluent avec leur âge, y compris dans le domaine de la génétique et de la génomique. La perception générale de l'autonomie et de la protection de l'enfant dès lors qu'il s'agit de sa capacité à participer à une décision qu'il concerne a changé. Ceci a été confirmé par les instruments juridiques en matière de droits humains. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le UNCRC, reconnaît dans son article 12 que l'enfant a un droit à exprimer son opinion sur toutes les questions l'intéressant. Ce droit est réitéré dans la Convention sur les droits des personnes handicapées concernant les enfants handicapés. Le Conseil de l'Europe a fait de ce droit aussi une réalité, notamment dans une recommandation de 2012 sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Dans le domaine médical et de la recherche biomédicale, c'est la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine du Conseil de l'Europe, que l'on appelle également Convention d'Oviedo, qui dès 1997 a établi deux principes essentiels. Tout d'abord, toute intervention sur un enfant doit être menée pour son bénéfice direct. Dans le domaine de la recherche, y compris en génétique, en génomique, en l'absence de bénéfice direct, la recherche doit avoir pour objet de contribuer par une amélioration significative de la connaissance scientifique de l'état de la personne, de sa maladie ou de son trouble, à l'obtention de résultats permettant un bénéfice direct pour la personne concernée ou pour d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant des problèmes de santé similaires. Le second élément qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est l'avis du mineur. Cet avis doit être pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant en fonction de son âge et degré de maturité. On constate qu'en 2014, le règlement européen sur les essais cliniques indique que le souhait d'un mineur de refuser ou de se retirer d'une recherche doit être respecté. En ce qui concerne plus spécifiquement les tests génétiques, le protocole additionnel à la Convention d'Oviedo relative aux tests génétiques à des fins médicales précise que, je cite, « un test génétique sur un mineur doit être différé jusqu'à ce qu'il ait atteint la capacité à consentir, à moins qu'un tel report ne soit de nature à nuire à sa santé ou à son équilibre. » En tout état de cause, si pour effectuer un test génétique, l'autorisation des parents ou des représentants légaux est requise, le principe de la participation de l'enfant à la prise de décision doit s'appliquer et la volonté du mineur doit être prise en compte. Depuis l'adoption de la Convention sur les droits de l'enfant, des progrès considérables ont été accomplis au niveau local, national, régional et international
dans le développement de législation, de politiques et de méthodologies visant à promouvoir le droit de l'enfant à exprimer ses opinions. Toutefois, on constate encore de grandes disparités entre les États européens en la matière, notamment dans les pratiques. Souvent, les situations les plus graves sur le plan de la santé sont celles où l'avis de l'enfant est le moins considéré, notamment lorsqu'il diffère de celui des parents. La formation des professionnels de santé sur les droits de l'enfant reste également souvent très limitée. Comment donc trouver le bon équilibre entre, d'une part, l'autonomie, le droit de l'enfant à être entendu et voir ses opinions prises en compte, et d'autre part, la protection, qui relève de la responsabilité des adultes envers l'enfant. Ceci est complexe lorsqu'on considère les droits de l'enfant dans l'ensemble plus large des devoirs et responsabilités des parents, qui sont centrés également sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous avons la théorie, comment arrivons-nous à la pratique? Les deux comités directeurs du Conseil de l'Europe que j'ai cités précédemment ont constaté les incertitudes sur la façon dont la reconnaissance croissante de la capacité des enfants à participer au processus décisionnel sur les questions relatives à leur santé devait être traitée. Ils ont donc inclus le renforcement de la participation des enfants aux décisions concernant leur santé dans les actions prioritaires et convenu de développer conjointement un guide pour aider les professionnels de santé de façon concrète et pratique en utilisant notamment des exemples de bonnes pratiques. À cet effet, ils ont souhaité associer des enfants à l'élaboration même de ce guide. Je suis ravie que cette thématique puisse être discutée aujourd'hui dans le cadre des rencontres ASHE et médecine génomique. Je souhaite d'excellents travaux et de riches échanges afin que de nouvelles bonnes pratiques puissent être non seulement développées mais aussi promues dans la médecine génomique à partir du guide du Conseil de l'Europe qui va vous être maintenant présenté par Anna Grazia Altavilla. À moi maintenant de vous présenter les travaux faits pour développer ce guide. C'était un travail de longue haleine, ça a duré presque 4 ans. Il faut en fait comprendre que c'est un guide qui était construit au sein d'une institution internationale, intergouvernementale, ce qui veut dire que pour chaque étape, il a dû avoir l'autorisation et l'approbation de tous les États qui étaient représentés. Donc il fallait travailler, il fallait trouver la bonne méthodologie pour construire un outil qui puisse contenir à la fois des principes partagés, partageables au sein des 46 pays, pour ensuite identifier des bonnes pratiques qui pourraient être guider les activités des professionnels de santé. Donc, le guide a été approuvé l'année dernière, en 2024, mais a été présenté de façon officielle cette année, en avril 2025, avec sa version child-friendly qui a été dernièrement réalisée. L'objectif du guide était de fournir des orientations pratiques aux professionnels de santé, de les aider à comprendre quel est leur propre rôle et surtout aider à développer des bonnes pratiques dans les domaines de la prise en charge des soins de santé, de la recherche, y compris dans l'utilisation des tests génétiques, parce qu'ils sont des principes et qu'ils doivent s'appliquer dans les cadres des conventions ratifiées, enfin approuvées et ratifiées par la suite du Conseil de l'Europe. Donc, l'objectif de ce guide était finalisé, était adopté, dévoué aux professionnels de santé, mais de par leur rédaction, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on a essayé de simplifier au maximum pour qu'ils puissent aussi être un guide, un aide à la sensibilisation des parents et des représentants légaux. Alors voilà le processus, comment on est arrivé là après 4 ans de travail. Donc il m'a été demandé de réfléchir à la méthodologie à utiliser pour pouvoir réaliser ce guide. Donc en tant qu'experte et consultante du Conseil de l'Europe, j'ai rédigé une première note of concept sur le sujet et en identifiant des actions à entreprendre. Et sur le plan méthodologique, j'avais proposé de développer une enquête auprès des 46 pays pour identifier à la fois les cadres légaux, à la fois des éventuelles lignes guides existantes dans les différents pays, et puis identifier des bonnes pratiques.
Cela nous a permis, donc on a eu cette enquête, on a eu les réponses, 185 réponses de 36 pays. Le guide a été diffusé à travers à la fois le Conseil d'Europe, mais aussi à travers des sociétés scientifiques et des institutions de recherche, etc. Ce qui nous a permis d'avoir une map à la fois des pratiques et à la fois des cadres légaux. Ce qui était important parce qu'il faut garder à l'esprit que l'idée, c'était d'avoir des principes partagés et partageables et un consensus à minima de tous les pays. Donc, c'était important de comprendre comment chaque pays aurait réagi par rapport à des principes qui étaient proposés sous la base de leur propre cadre légal. Donc, sur la base de ce rapport, il y a eu un deuxième note of concept dans lequel, en fait, j'ai commencé à mettre en place un peu la structure du guide et à complément, en analyse de la littérature scientifique. J'ai rendu un rapport avec une analyse de la littérature scientifique. Puis, on a constitué un groupe de travail international avec les représentants des deux comités CDNF, donc pour la protection des droits des enfants, et les comités directeurs pour la bioéthique. On a eu un premier draft qui a été soumis à consultation publique auprès des stakeholders et auprès des représentants des différents pays. Et puis, j'ai mené une consultation à travers la méthodologie des focus group avec des enfants qui étaient impliqués dans le réseau européen Teddy Kids. On a eu une vingtaine d'enfants de 11 pays qui ont participé à ce travail. Et puis, tous les commentaires ont été implémentés. Et on a aussi procédé à l'évaluation et à l'identification des bonnes pratiques dans chaque pays qui pouvaient expliciter les principes sur lesquels un accord il y avait eu. Donc, vous comprendrez bien que, et comme je vous avais dit, à chaque étape, on devait avoir évidemment l'accord de tous les pays. Donc, c'était un travail de longue haleine, mais on est arrivé. Donc, d'abord, quels sont les principes clés d'une participation significative des enfants? Donc, la participation doit être transparente et instructive, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, les professionnels de santé devraient communiquer aux enfants le fait qu'eux, ils ont droit à être informés et ils ont droit à participer à la décision autant que possible. Il doit être volontaire, c'est-à-dire que la participation est un droit et pas une obligation, c'est-à-dire l'enfant il peut aussi sciemment décider de ne pas participer directement, de ne pas s'engager dans une décision pour mille et une raisons. Hein. Ça dépend de la maladie, du contexte social, familial, etc. Doit être respectueux des différences du contexte social, familial, etc. Doit être pertinent, c'est-à-dire adapté aux attentes et aux besoins de l'enfant et de la famille. Adapté aux enfants, c'est-à-dire qu'il doit être adapté en fonction de l'âge et de degré de maturité. J'associe toujours l'âge et le degré de maturité, puisque parfois, le degré de maturité n'est pas lié forcément à l'âge. Un enfant qui a une maladie rare, qui a une maladie chronique, a beaucoup plus d'expérience et choses à dire que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à une maladie. Et donc, peut-être à un âge plus bas, il sera capable d'exprimer davantage son propre ressenti. Puis, il doit être inclusif, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des différences, y compris culturelles, soutenu par la formation des adultes, puisque à la fois par les biais de l'enquête et à la fois sur la base de la recherche faite sur la littérature scientifique, on s'est rendu compte que énormément de professionnels de santé sont très bien formés dans leur spécialité, mais qui n'ont pas les mêmes compétences pour s'adresser aux enfants, communiquer de façon adaptée. Et donc ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est l'expérience, c'est l'empathie, c'est la formation, l'accompagnement, le temps. Parce que les professionnels de santé, à chaque fois, ils nous ont souligné le fait qu'ils ont un manque de temps. Donc, même s'ils voudraient faire plus, en réalité, ils ne peuvent pas. Et puis, ça doit être responsable et sûr, c'est-à-dire qu'il faut aussi évaluer les éventuels risques ou effets collatéraux du fait d'une information qui est donnée aux enfants ou de sa propre participation. Dans un contexte familial où l'enfant n'a pas, pour mille raisons culturelles ou autres, n'a pas de place, peut-être le mettre trop en avant, ça serait risqué pour lui. Donc, il faut analyser la situation pour faire en sorte que lui puisse s'exprimer tout en respectant les équilibres familiaux, ce qui n'est pas évident, je comprends tout à fait. Mais puisqu'on est dans un guide, c'est aussi un peu un monde idéal qu'on décrit.
Et puis, la participation n'est pas un processus ponctuel, c'est-à-dire que ce n'est pas juste donner une information et puis point basta, mais c'est un processus continu qui évolue avec l'âge et la capacité de compréhension de l'enfant. Et il doit aussi respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Et sur ce concept d'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être évalué à un moment précis, dans une circonstance précise, en fonction de l'état clinique du patient, du contexte familial, etc. Nous avons pu identifier une ligne guide anglaise qui nous donne une espèce de checklist avec des éléments sur lesquels réfléchir pour pouvoir évaluer cet intérêt supérieur de l'enfant. Donc le guide aussi clarifie un peu quels sont les rôles. La relation, c'est une relation triangulaire, où il y a en fait 3 protagonistes, les enfants qui sont des titulaires de droit, qui ils doivent exprimer leur ressenti, leur volonté sur la base évidemment de l'information qui lui a été fournie, parce qu'on ne peut pas demander à un enfant de s'exprimer si on ne lui a rien dit, on lui a caché tout. Et puis, il y a les représentants légaux qui ont infiné le droit-devoir de donner l'autorisation à la fois pour l'intervention, pour un test génétique, la participation à la recherche. Et puis, il y a les professionnels de santé qui jouent un rôle cernière entre les deux, notamment en ce qui concerne l'information à donner. Une information à donner aux parents pour accompagner l'enfant dans la prise de décision et une information plus adaptée à l'enfant afin que lui-même puisse s'exprimer et participer à la décision finale qui doit être une décision partagée. Donc, nous avons identifié 4 étapes dans le processus de participation. Donc, fournir une information adéquate, permettre à l'enfant d'exprimer son point de vue, donner la possibilité à l'enfant donner en fait un poids à l'avis, à l'opinion de l'enfant pour la décision finale. Et puis, la décision finale, qui, comme on a dit, doit être une décision partagée. Et puis, nous avons aussi souligné la nécessité de s'engager auprès des enfants afin qu'ils puissent être, au-delà de la décision personnelle, engagés dans une démarche de construction proactive, de construction d'outils et de politique ou de décisions plus institutionnelles qui puissent être favorables à la démarche générale de participation des enfants au processus décisionnel en santé. Donc, concernant la première étape, donc les enfants, on l'a dit, ils ont nécessité d'avoir une information claire, loyale, appropriée, selon l'âge et le degré de maturité. Pour ce faire, nous avons identifié comme bonne pratique énormément de matériel qui a été développé. Et je dirais que la règle d'or, c'était de dire on construit du matériel pour les enfants, mais idéalement, il faudrait le construire avec les enfants. Avec les enfants, pour les enfants, parce que c'est eux qui comprennent davantage. Ils nous soulignent des aspects à lesquels on n'aurait pas forcément pensé. Et puis, ça nous permet aussi de relier le matériel informatif à la vraie vie. Et parfois, je vous assure, parce que ça fait des années qu'on est dans ces démarches de méthodologie participative, ils nous posent des questions simples qui nous tuent. En fait, ils disent « Ah oui ». Effectivement. Et alors, il faut revoir la copie pour pouvoir réfléchir selon les feedbacks qu'on a reçus. Donc, ont été identifiés des brochures, des vidéos, des jeux, des sites web. C'était en plus, tout ça, au début, était construit pendant la période de la Covid. Donc, on a aussi identifié des sites web où, en fait, on donnait des informations adaptées sur la Covid pour les enfants, etc., pour les problèmes de santé mentale. Donc, c'était un sacré travail d'identification du matériel. Mais aussi, il faut donner la possibilité à l'enfant de pouvoir s'exprimer, exprimer sa volonté. Donc, il faut avoir du temps seul avec l'enfant, parce que ce que l'enfant pourra dire dans un moment seul avec les professionnels de santé n'est pas peut-être la même chose qu'il dira à la présence de ses parents. Et puis, il faut aussi se rassurer de respecter quelque part, notamment à un certain âge pour les adolescents, la privacy de l'enfant. Il y a des choses que l'enfant il dira à un professionnel de santé, mais qu'il ne dira pas forcément à la présence d'un parent. Et donc, ce respect de son autonomie, de sa vie privée,
idée, quelque part, facilitera la démarche participative de l'enfant. Et puis, on a aussi identifié un aspect important, créer un environnement à la fois psychologique et physique apte à favoriser cette expression de volonté, c'est absolument essentiel. Ça permet de réduire les peurs, l'anxiété, et ça permet de faire grandir les processus d'autonomisation et de libération de la parole de l'enfant. Évidemment, on l'a déjà dit, il y a des exemples qui sont cités dans le guide, il y a des environnements qui ont été construits dans certains hôpitaux avec les enfants, pour les enfants, et ils ont identifié, par exemple, des couleurs, des messages à donner dans un environnement pour permettre à l'enfant vraiment de se sentir partie intégrante du processus décisionnel face parfois à des maladies, à des diagnostics qui sont lourds à porter. Et puis, il y a la partie d'influence de la décision et de fait de donner le consentement. On a dit que c'est les représentants légaux qui, en fine, auront l'autorisation, mais il faut tout de même, puisqu'on a informé l'enfant, on lui donné la possibilité de s'exprimer, il faut aussi, quelque part, lui faire part de notre décision et du fait de comment son opinion a été intégrée dans la décision finale. Est-ce qu'elle a été intégrée ou pas? Est-ce qu'il y a eu un refus de sa part? Et s'il a été respecté ou pas? Pour quelles raisons? Le fait d'avoir ce retour permet quelque part de donner de la légitimité à l'enfant et de le faire participer davantage. Et évidemment, lorsqu'il y a des conflits, il y a aussi des cas des bonnes pratiques qui ont été identifiées lorsqu'il y a des conflits de décision entre les parents, les enfants, etc. Mais ce qui est important aussi, et ça a été aussi souligné pour les enfants, que compte tenu de l'analyse de l'intérêt supérieur de l'enfant, du cas clinique, de la gravité de la maladie, des conditions, du contexte familial, sociétal, etc. Peut-être, il faudrait adopter le choix qui limitera le moins ces options futures. C'est-à-dire qu'on doit renvoyer autant que possible à plus tard des décisions qui auront un impact pour sa vie si l'enfant n'est pas prêt à participer de façon complète à cette décision. Et puis, on l'a dit, c'est très important de s'engager dans des démarches d'intégration des enfants à développer des politiques, même au niveau de l'hôpital, et donc les sensibiliser à participer à des campagnes d'information, à des enquêtes, à des débats, à des projets de recherche, à ce qu'on appelle les advisory groups à l'intérieur de l'hôpital, à travers toujours des informations. Et là, j'insiste sur le fait que pendant la phase de consultation sur le guide, les enfants, ils nous ont sorti deux choses. Première, le fait que l'éducation s'est stratifiée. C'est-à-dire, vous nous avez dit ça, très bien, mais peut-être il faut le réitérer, même par les biais, il y a certaines notions qui peuvent être réitérées par les biais des écoles, parce qu'ils ont dit quand même, madame, vous comprenez, les écoles, c'est le lieu où on est formé. Je dis, vous avez raison. Et donc, peut-être réfléchir à comment intégrer ces informations par les biais d'écoles. Et puis, ils ont insisté sur un autre concept, le fait de créer des peer groupes, des plus grands, qui puissent aider les plus jeunes. Et donc, créer un relais entre les plus âgés et les plus jeunes pour communiquer. Parce qu'il y a certaines choses que des enfants ne diront pas à un adulte, mais à juste un enfant un peu plus grand, ils le diront. Et donc, ça, c'est très important. Notamment, ils nous ont dit, pour les maladies chroniques, pour les maladies rares, etc., créer ces groupes, c'est essentiel pour les enfants. Et puis, je vais conclure avec deux pratiques. Donc, nous avons créé pour le Conseil de l'Europe, avec méthodologie participative, ces vidéos sur qu'est-ce que c'est participer. Donc, on a explicité le droit à la participation des enfants au processus décisionnel. Ça a été fait, là encore, pendant la Covid. On a eu 12 enfants qui ont participé de 4 pays. Ils ont rédigé tout. C'est-à-dire, on les a d'abord formés sur les textes, on a lu les textes ensemble, etc., les textes de loi, le cadre légal. Et puis, on les a formés, on a développé le scénario avec. Par exemple, ce qui était assez intéressant, donc ils ont choisi les personnages, ils les ont construits, les couleurs, la couleur des cheveux. Mais il faut que c'est quelqu'un qui soit pas trop identifié comme un garçon, sinon les femmes, ils ne vont pas s'identifier. Donc, ils ont vraiment rédigé tout dans les détails, on était complètement azimutés à les écouter. Et puis, ils nous ont dit, ah non, le malade, ce n'est pas nous.
Le malade, c'est le personnage de dessin animé. En revanche, nous sommes le groupe qui l'aide à prendre la décision et à participer. Et donc, c'est comme ça qu'a été construit, c'est le groupe des vrais enfants, entre guillemets, qui lui donnent des suggestions, qui relisent les textes de loi, etc. En revanche, tout qui est la partie dessin animé, c'est le malade avec sa famille, les professionnels de santé. Je donne ces curiosités parce que c'est important aussi de comprendre un peu la démarche de l'écoute de l'enfant. Et puis, à la suite de ce travail fait pour le Conseil de l'Europe, dans le cadre du programme European Joint Programme on Rare Disease, qui est le précurseur de RDRA que vous avez cité hier, c'est un projet sur les maladies rares. Il m'avait été demandé de rédiger des formulaires d'assentiment pour l'utilisation des données dans les cadres des registres maladies rares. Et donc, il y avait eu des consent forms qui avaient été constitués avec des consultations des comités d'éthique, des groupes de travail, etc. Donc, il y avait des formulaires de consentement. Et il nous avait dit, mais j'étais à l'époque la responsable de la partie pédiatrique, il m'a dit, ben, on fait maintenant des formulaires d'assentiment. J'ai dit, très bien, mais puisque la main droite ne peut pas faire autre chose de ce qui fait la main gauche, on le fait avec méthodologie participative. Donc, on a commencé en soumettant, donc dans les cadres de 3 cours de formation qu'on a développés dans les cadres des JPRD, nous avons donc d'abord fait des eye-breaking activities, donc avec un questionnaire pour comprendre, c'est que les enfants, c'était des groupes d'enfants malades avec maladies rares. Donc, qu'est-ce qu'ils savaient des registres maladies rares, de l'utilisation des données, sur la protection des données aussi, pour comprendre en fait quel était leur niveau de connaissance du sujet, en sachant qu'il s'agissait de malades avec maladies rares qu'ils avaient dû évidemment entendre parler de ces European Reference Network, le registre maladies rares. Puis on les a formés aux droits des enfants, on les a formés avec des fiches, les règles de base de la protection des données de santé, qu'est-ce que c'est une donnée de santé, etc. Puis on les a soumis, on lui a donné des résumés à étudier à la maison, sur lesquels réfléchir, et un questionnaire avec le formulaire. Ils devaient répondre en lisant les questionnaires des adultes sur la base de ce qu'était leur compréhension de certains aspects. Et puis, on a fait un jeu pratique dans une autre séance avec la méthodologie des couleurs. On a demandé de souligner en rouge ce qui n'était pas clair, en orange ce qui était à modifier et en vert ce qui était parfaitement clair. Donc, sur la base de ça, on a rédigé les assent forms et puis on les a rediscutés à nouveau avec eux et donc on est arrivé au produit final, qui a été adopté après par les 2 projets. Donc, cette expérience nous a permis, bien entendu, de créer des formulaires d'assentiment basés sur les réponses et les feedbacks de la part des enfants. Ils nous ont aussi permis de renforcer le concept de la granularité du consentement qui est inscrit dans le règlement européen pour la protection des données, c'est-à-dire que les enfants ils pouvaient décider de répondre oui ou non, par exemple, à l'effet d'utiliser les données, de transférer les données à l'étranger, ça c'est une option, et puis ça a été mis aussi sur la table la question de l'utilisation des données à but commercial, qui était inscrite dans les formulaires des parents, mais qui a soulevé plein de questions pour les enfants. Et puis, nous a permis, toutes les discussions, ils nous ont permis de rédiger ces conclusions, c'est-à-dire que pour eux, les formulaires, donc le travail des formulaires, c'était super, ils se sont sentis engagés, ils ont beaucoup plus compris qu'est-ce que c'est un registre maladie rare, l'utilisation des données, mais il ne peut qu'être une partie d'une stratégie plus globale, et la stratégie plus globale qui devait être adoptée par les registres, parce que c'était un travail fait à l'intérieur des registres. Par exemple, il nous avait demandé de faire un glossaire explicitant les concepts plus importants avec un langage adapté qui devait être annexé à la formulaire d'assentiment. Et puis, il demandait, par exemple, que dans les registres, il faudrait mettre une espèce d'onglet avec des informations plus adaptées aux enfants pour expliquer qu'est-ce que c'est un registre, quelle est la fonction, comment ils sont utilisées les données, avec des diagrammes pour comprendre où ils vont les données, comment ils sont utilisés. Parce que même les scientifiques, on a demandé dans les formations d'expliciter, les scientifiques, à la question posée par les enfants, j'ai dit, mais ce n'est pas clair, vous dites, ils partent un peu ici, un peu là, et après ils reviennent, mais après on ne sait pas. Mais ils étaient perdus. Et en fait, les professionnels de santé, je pense,
qui le sont un peu aussi. C'est-à-dire qu'ils sont dans la démarche de dire la donnée, c'est essentiel, il faut la partager, mais après, le pourquoi du comment, c'est quelque chose sur lequel on travaillera après. Et puis, la décision aussi, donc ils avaient aussi souligné le fait que peut-être l'utilisation commerciale des données, ça doit être reporté ultérieurement, parce que c'est lorsque ça pouvait priver l'enfant de droit, peut-être ils reportaient cette question à l'âge adulte des enfants. Et en fine, ils avaient souligné aussi la nécessité de faire de la transparence sur les résultats des recherches menées. Et donc, il faudrait peut-être faire des lay summary, donc des sommaires, des résumés un peu adaptés aux enfants pour expliciter quels sont les résultats des recherches qui ont été menées avec nos données dans le cadre des registres maladies rares. Et je pense que toutes ces conclusions-là qui ont été publiées dans un article sont absolument d'actualité dans les discours que nous avons faits dans les domaines de la génétique et génomique. Donc, je conclus en disant évidemment, les droits des enfants à participer, c'est un droit fondamental, on l'a dit, le guide le démontre bien. Les États, ils sont désormais engagés à identifier, à créer, à développer des cadres politiques et juridiques pour permettre à l'enfant de participer à toute décision concernant sa santé. Des bonnes pratiques, ils doivent encore être développées. Et cela est d'autant plus important face à l'évolution de pratiques et à l'utilisation de thérapies innovantes, la génomique, les maladies avancées, les thérapies avancées, l'intelligence artificielle, etc. Et ce sont des techniques qui posent de nouvelles questions, bien entendu, en termes aussi d'autonomie des patients et des enfants, mais qui peuvent aussi avoir des effets à long terme. Et puisqu'on est dans l'approche d'autonomie à concevoir comme un right to an open future, c'est-à-dire limiter au maximum toutes les décisions qui peuvent empêcher à l'enfant de décider par lui-même une fois devenu adulte, les bonnes questions doivent être posées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette table ronde. Donc, je vous remercie et j'invite les experts à me joindre. Merci beaucoup Anna Gradia. Je voudrais d'abord souligner la grande qualité du travail que tu as fait en collaboration bien sûr avec d'autres, mais c'est extrêmement important les résultats que vous avez, extrêmement utiles pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la pédiatrie. Donc bravo pour ça et bravo pour ce travail et bravo pour ces résultats qui sont fantastiques. Et pour ceux qui n'ont pas lu encore, je vous encourage à les regarder. Là, on a voilà, donc, je vais en prendre. Bon, je l'ai déjà lu, mais peu importe. Ma question, elle était plutôt, puisque ça, je découvre le travail dans le domaine des maladies rares. Oui. Et dans le parce que bon, c'est vrai que le guide du Conseil de l'Europe, il est généraliste. Il n'est pas sur les questions de génétique qui posent, notamment dans l'oncopédiatrie, l'oncogénétique pédiatrique, des questions vraiment spécifiques, particulières, y compris en termes d'autonomie, de se sentir responsable, de transmettre potentiellement une pathologie, etc. Donc, il y a d'autres enjeux, je pense, un peu différents. Est-ce que tu les as rencontrés, ces enjeux un peu particuliers pour la génétique et la génomique, dans le cadre des maladies rares, où il y a beaucoup en fait, de pathologies génétiques? Alors, il faut contextualiser le travail. C'est-à-dire que c'est un projet européen. L'activité n'était pas prévue au début. C'est-à-dire que l'objectif, c'était les adultes. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, j'ai dit, mais non, on ne peut pas faire sans. Et donc, on a intégré cette dimension-là et tous les travaux. Donc, le travail que j'ai fait, c'était vraiment... C'était une première ébauche, on va dire, d'application de la méthodologie participative qu'on a construit. Il y a des questions que je n'ai pas, sur lesquelles il n'y avait pas de consensus, donc elles ne sont pas émergées, elles n'ont pas été publiées, etc. Mais effectivement, les enfants, quand on les a interpellés, ils parlaient beaucoup de lorsqu'il y avait des maladies génétiques, des craintes, de l'aide que l'enfant, les sœurs et les frères, et le rôle des sœurs et des frères de l'accompagnement de la personne malade, de l'enfant malade, des conséquences pour leur vie future, ça émergé aussi. Les faits qui nous posaient la question, mais oui, mais les maladies rares, mais les registres, mais on doit s'inscrire nous aussi. Donc il y avait toutes ces dimensions familiales qui sont apparues de par les échanges avec les enfants, mais qui n'est pas forcément apparu dans ce travail parce que ce n'était pas l'objectif du travail. Mais je garde en tête tout ça, parce que la richesse des échanges nous forme quelque part. Et donc, je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de choses, de pistes à explorer.
Alors, on commence, je remercie d'abord les experts d'avoir accepté de participer. Je donnerai la parole tout d'abord à le professeur Imelda Coyne, qui a accepté gentiment de participer. She's director of the Trinity Research in Childhood Center and a professor in children nursing at Trinity College. She's one of the pioneers in the children participation and involvement in decision regarding their health. Research focus on children's rights and participation in healthcare decision making, especially in the chronic illness context. She has published widely and contributed to international policies on this, in this field. So my first question for you is, from your experience, what are the key challenges and opportunities in ensuring a meaningful participation of children in decision-making process? And how healthcare professionals and parents can support children in this proceeding and in taking part in decision? Wow, that's a big question. I think that doctors and nurses, particularly doctors, are not sure there's benefits to including the child. And they often say, from research that we've done with them, that they don't have enough time, that time is against them. But they also say, even if we had time, we're not sure it's helping the child. So I think there's still a lot to be done to raise their awareness. But there are many healthcare professionals across the world who are really committed to hearing children's voices, and they make time. And that does work for the child and the family. So I also think that another barrier is that sometimes the parent might say, don't say too much to my child. It's better if you just talk to me, because if they know too much, they will worry. And our job is to protect the child. So as a parent, it's not good to force our child to hear all this information. So when you have the two adults in the room working against the child, it's very difficult for the child then to speak up. And when we ask children, you know, do they talk to you? Do they listen to you? Do they ask you questions? They said, it's very difficult because they use language we don't understand. They use big words. They indicate by their non-verbals. Of course, the child didn't say they indicate by the non-verbals. That's my interpretation. But they said when the doctor looks at his watch and says, have you any questions for me? That means he's a busy person and you don't ask him any questions. And why do you not ask him questions? Because I could get into trouble. Or he might not like me and he might hurt me. Or she might hurt me. Or they said they come around with a lot of people. They stand at the end of your bed and they say, have you any questions for me? And they say, I'm too scared to ask a question. Or I'm too shy. Or I don't know them. Or I don't know what question to ask. So if a child is not given information, and that's a big barrier and has been identified in a lot of systematic reviews of studies in this area, if a child is not given any information or very small information, then they don't understand what's happening. Then they don't feel able to ask questions. Then they don't ask questions. And interestingly, we did a randomized control trial of an intervention to help adolescents communicate with their doctors. And they said to us, we said to the adolescents, and we had a youth advisory group,
to help us. Here are all the questions we would like to ask. And so we summarized the questions. And when we shared those with the doctors, they said, why do they want to know those things? These children had diabetes. And one of their questions was, what is HbA1c? And the doctor said, we talk about that at every visit. And they've had it since they were small. So why would they want to know? But the children said, we don't know what it actually means, and we're afraid to ask. These were adolescents. So sometimes professionals think children know more than they do. Sometimes, even though they're very good at talking with the child, they might not check what the child has understood. And so the child might have misunderstood what was said. So those are just some of the barriers. And what we found in a lot of, and others have found, is relationships. A good relationship, a relationship with the doctor and nurse where they know them and they know the child, really helps them to participate. Trust in their good intentions. Trust that they will give you time to ask your questions. Trust that if you say what you'd like, what your preferences are, that they might listen to you and try and accommodate your preferences. So those were key issues. And a third one was time. Because we as adults, we think quickly, we move quickly, we do everything quickly. Children need a lot more time to think, to digest, to understand. But many times healthcare professionals don't say, we'll leave it with you and we will come back to you later. They say, we have to do it now, and we do it now. So time is an issue. So they were just some of the issues, but I can contribute more later. I let other people have a chance. Perfect. Thanks a lot to have identified some barriers. I would like to, je demanderai à Marion Drouin-Mollard de donner son avis sur un aspect particulier. Tout d'abord, il faut dire que Marion est psychologue clinicienne à Libéral avec une longue activité en oncologie pédiatrique. Elle est également psychologue chercheuse, actuellement dans les services de génétique de l'hôpital Salpêtrière, dans les services de génétique clinique, où elle réalise une recherche sur les processus décisionnels en prénatal de couples confrontés à une incertitude de diagnostic sur le fœtus. Et cette recherche fait aussi l'objet d'une thèse. Mais je lui demanderai de nous parler des résultats du travail de recherche Gene Info Kids sur les enjeux psychologiques des tests génétiques chez les enfants atteints de cancer de leurs parents. Donc, quelle est votre perception sur la place des enfants dans les tests génétiques à partir de ce projet et quel outil spécifique vous pouvez proposer pour eux? Je suis désolée, je vais parler en français. Je ne serai pas capable de faire en anglais, mais je vais essayer de parler doucement. Donc voilà, pour recontextualiser en une minute d'où je vais vous parler, c'est donc le projet Gene Info Kids, c'est un projet en SHS, en sciences humaines et sociales, qui portait sur les prédispositions génétiques aux pathologies malignes de l'enfant et les nouvelles techniques de séquençage avec des questions éthiques, légales et psychologiques. Donc il a été réalisé entre 2018 et 2022. Et moi, je travaillais donc plus particulièrement sur le volet psychologique. Et dans ce cadre-là, en très gros, on a réalisé 48 entretiens de recherche auprès d'enfants atteints de cancer qui ont eu un test génétique et leurs parents. Et donc, c'était avant et après le test génétique. Donc, ces résultats ont été publiés. On les a communiqués l'année dernière avec Sandrine dans cet espace-là aussi. Donc, on pourra revenir dessus en détail. Mais dans le cadre de cette table ronde, moi, je vais me focaliser sur la place de l'enfant atteint de cancer en génétique en essayant de penser les enjeux un peu plus globalement. Donc de cette recherche, il est ressorti que les patients que nous avons rencontrés avaient une disponibilité psychique très souvent entravée par la sidération, la saturation et l'urgence que le cancer induit.
Le cancer donnant une coloration forte au présent, il s'agit d'être très ancré dans ce présent pour réaliser les soins. Alors que la génétique en général, dans ces enjeux complexes, à la fois théranostiques, mais aussi de possibles transmissions, de données incidentales ou encore de données secondaires, enfin, on a déjà vu tout ça toute la journée, suppose donc une souplesse cognitive, temporelle, affective importante, puisque cela fait envisager le passé et le futur pour en mesurer les enjeux et remobilise les histoires familiales qui sont parfois douloureuses. Chez de nombreux patients, nous avons rencontré une forme d'inhibition des processus de pensée et donc rendu difficile pour eux l'appréhension de la démarche génétique. On l'entend bien dans cette phrase prononcée par cette patiente de 15 ans. Cette patiente de 15 ans qui était atteinte d'un sarcome et qui dit « c'était déjà lourd d'apprendre le fardeau de l'existence de la tumeur ». Alors après, les autres informations, donc là elle fait référence à la génétique, les autres informations encore et encore, c'était pesant. Ou encore ce jeune homme de 13 ans, Lucien, que j'ai appelé Lucien, qui disait « je voulais que ça se termine », donc il parle de la génétique, « je voulais que ça se termine, j'étais fatiguée, j'ai tout oublié de cette période, les questions, etc. Alors je n'en ai posé aucune, même pas celle que je voulais poser ». Cet extrait illustre bien l'inhibition de la pensée, qui peut être un temps de repli nécessaire à repérer et peut-être à respecter dans sa balance défensive, au sens des mécanismes de défense, qui est une notion assez centrale en psychologie. D'autres parents n'avaient pas compris qu'ils avaient eu un test génétique ou encore ne savaient pas, d'autres patients, donc qui étaient des enfants, n'avaient pas compris qu'ils avaient eu un test génétique ou encore ne savaient pas ce que le mot génétique voulait dire. Ces résultats interrogent bien sûr les dispositifs d'information de ces patients qui méritent d'y accorder beaucoup d'attention. L'information à hauteur d'enfant me semble essentielle, mais il me semble que l'on peut aussi les lire sur un plan psychologique. Est-ce que cette indisponibilité psychique, signe d'une forme de sidération, ne serait pas à respecter et à entendre ? C'est en ce sens qu'il apparaît que les temporalités, donc on en a aussi beaucoup parlé aujourd'hui, mais les temporalités entre le médical et le psychisme ne sont pas toujours accordées. Les tests génétiques dans le cadre du cancer sont parfois proposés très tôt dans le parcours de soins, à des moments où les patients sont saturés d'informations. Ce décalage entre temporalité médicale et temporalité psychique est essentiel à repérer, non pas pour forcer le patient à s'aligner sur la temporalité médicale, ce qui peut être, il me semble, un risque de l'utilisation de la psychologie, mais plutôt pour respecter le temps dont ces patients ont besoin pour assimiler toutes ces informations, qui signent des transformations très profondes sur un plan somatique et identitaire. Plusieurs auteurs parlent du travail de la maladie, pour illustrer le travail psychique que la maladie somatique impose aux patients et demande un temps incompressible et non maîtrisable à l'avance. Sans prendre ce temps, il me semble qu'un des risques est que l'enfant devienne un objet de soin, pris dans des loyautés invisibles, vous en parliez tout à l'heure, entre les soignants et ses parents. Il disparaît parfois des consultations en y devenant transparent. On peut penser cela de façon multiple. Il n'est pas disponible psychiquement, comme Lucien plus haut dont on a déjà parlé, et où très peu d'espace lui est fait dans la consultation, donc en fait il ne peut pas vraiment s'en saisir. Ou bien l'information n'est pas à sa hauteur, donc il ne peut pas la comprendre. On pourrait imaginer encore d'autres hypothèses d'analyse. Il me semble qu'elles se complètent sans s'exclure. Et en ce sens, on peut s'interroger sur la valeur de la vie de l'enfant. Comment est-ce qu'il peut donner son avis s'il n'est pas disponible pour comprendre les enjeux, si ça n'est pas le moment pour lui, et dans quelle mesure peut-il accepter ou refuser cette démarche, tout pris qu'il est dans les liens affectifs avec ses parents et dans une asymétrie relationnelle avec les médecins. Voici le verbatim d'une mère d'une patiente atteinte de cancer à propos de la démarche génétique. Donc cette maman, elle dit « On ne veut que personne dans notre famille ne revive ce que nous, on a traversé. C'est notre responsabilité pour nos enfants, pour nos neveux et nos nièces. Donc dès qu'on nous en a parlé, le « en a parlé », c'est la génétique, ça a été immédiat. Je veux dire, on n'a même pas pris le temps d'y réfléchir. Donc le consentement est une étape légale importante pour les parents, certes, mais qui se déploie autrement sur un plan psychique. Cette mère consent avec la génétique à protéger sa famille élargie de ce qu'elle est en train de vivre avec sa fille. Et donc on peut s'interroger, pour sa fille, comment est-ce qu'elle peut s'approprier cette démarche, là où pour sa mère, c'est un devoir essentiel, un devoir moral essentiel. Au décalage entre les temporalités psychiques et médicales s'ajoute un décalage entre les savoirs profanes et le savoir médical sur la maladie. Par savoir profane, on en a aussi un peu parlé tout à l'heure, j'entends toutes les théories explicatives que les patients peuvent se faire, plus ou moins consciemment, sur la maladie. Et il me semble que la génétique peut se retrouver à la croisée des chemins entre ces deux savoirs. Et cette patiente de 15 ans partage, c'est vraiment le test génétique qui a relancé la question de l'origine de la maladie. Donc là, elle avait un sarcome. C'était un peu difficile de découvrir que ça n'était pas héréditaire, parce que du coup, on n'a pas de réponse.
Donc la démarche génétique a représenté un espoir de trouver une cause à sa pathologie cancéreuse et dans son résultat a été décevante et en fait finalement ça renforce une forme d'incertitude. Il me semble que cette recherche interroge, et puis ce dont on a parlé en fait aujourd'hui, interroge comment parler avec l'enfant atteint de cancer de la génétique, où il s'agit de rechercher à la fois quel est son intérêt, quel est son désir de savoir et de ne pas savoir, mais aussi où en est-il de sa capacité à savoir pour ajuster en fonction de son âge et ou de sa maturité, ce qui effectivement est un débat, avec une tension un peu comme une ligne de crête entre le protéger d'un savoir possiblement lourd et favoriser son autonomie dans la perspective de son être en devenir. Et ce que je souhaite transmettre aujourd'hui, c'est donc cette vigilance clinique, penser la participation des enfants pas seulement comme une case à cocher, mais comme un mouvement psychique à accueillir, à accompagner et à protéger. Et pour ça, il me semble que ça suppose de transformer nos pratiques et aussi nos rythmes, nos postures et nos outils. Merci beaucoup d'avoir apporté des exemples à ce qui est une notion, un concept qui avait été introduit par Imelda. Donc, je donne la parole à Sandrine de Montgolfière, tout le monde la connaît, bien entendu. Donc, maître de conférence en éthique médicale HDR, titulaire de la chaire de recherche SHS INCA et AMU démocratique en santé, engagement des personnes concernées par les cancers. Elle met des activités de recherche à l'Université d'Aix-Marseille, dans l'unité mixte de recherche CESTIM. Et elle a travaillé avec beaucoup de projets dans les domaines de la participation des enfants. Donc, nous avons déjà parlé de la nécessité de développer des outils pour les enfants, pour donner des informations adaptées aux enfants. Pourrais-tu nous parler des lettres d'information adaptées aux enfants qui ont été développées dans le cadre du plan France Médecine Génomique et nous apportant aussi un éclairage sur à la fois la méthodologie d'élaboration et les prochaines étapes d'évaluation. Merci beaucoup. Je suis contente d'intervenir après toi, Marion, puisque tu as pu parler du projet Géninfokid, où effectivement, je pense que ça a été moteur. Pour mémoire, ce projet, il est né de la demande de professionnels de santé qui se sentaient un peu désemparés. Donc là, pour le coup, on avait peut-être des professionnels qui avaient envie de mieux parler aux enfants et qui ne savaient pas trop comment s'y prendre dans ce monde de la génomique qui, en oncopédiatrie, envahissait un tout petit peu peut-être leur pratique ou en tout cas leur posait en fait question. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plein de professionnels de santé sur plusieurs sites hospitaliers français et voilà, de pouvoir aussi écouter ces questions-là. Donc ça, c'était une première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que ce projet avait le volet que tu as présenté rapidement, mais il y avait aussi un volet qui était l'axe 3 où justement les professionnels nous avaient interrogés sur les supports. Quels supports interroger pour parler aux enfants? On parlait dans cette introduction de développer l'autonomie de l'enfant, mais pour développer l'autonomie de l'enfant, encore faut-il qu'il comprenne quelque chose à ce qui va lui arriver, ou en tout cas la question qu'on lui pose, d'où la question de comment apporter des informations sous un mode qui soit compréhensible, entendable d'une part, et sur quel support le professionnel peut s'appuyer, ou sur quel support le jeune patient pourrait éventuellement repartir avec pour pouvoir réfléchir à la question qui lui est posée. Donc le focus était un peu petit, parce qu'effectivement le consentement, c'est pas que ça, c'était que le premier point de ce que tu nous as parlé, Anna Gradia, mais le support reste un point intéressant. Et donc on a fait des focus group avec Lucille Hervé, avec des enfants et des parents séparément, pour essayer de comprendre quels étaient les supports qu'eux attendraient de ces consultations d'oncogénétique, mais aussi d'oncogénomique, et un peu tester des hypothèses de travail. Je voudrais juste dire deux mots, parce que je trouvais que c'était intéressant, c'est qu'ils nous ont rapporté qu'ils ne voulaient surtout pas d'infantilisation, que ce soit les petits, le groupe des 10-14 ans, que ce soit les groupes des adolescents encore plus, mais je trouve que ça c'était intéressant. Ils voudraient avoir l'information la plus proche de la réalité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on simplifie trop, mais ça vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça, j'en reparlerai juste après. Et puis surtout, quelque part se dire, si un jour je deviens adulte, cette information, va falloir qu'on me la redonne d'une autre manière, en tout cas plus complète, pour que je comprenne en fait ce qui arrive. Voilà. Ne pas prendre la décision, puisque c'est ses parents qui la prennent, ça tu l'as bien rappelé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'écouter ce qu'ils ont à dire, et ça ils nous l'ont rappelé. Et pour eux, c'était une question de respect. Respect vis-à-vis de leur corps, respect vis-à-vis de ce qu'ils sont,
en tant qu'individus en construction. Et ils ont bien rappelé que parfois, ils ne veulent pas du tout participer à la décision. Il y en a qui ont dit, non, mais là, j'étais trop fatiguée, trop malade, trop. Et j'avais très confiance dans mes parents. Mais en revanche, que le professionnel ait pensé me demander, ça m'a permis de me sentir à ma place. Et je pense que là, dans les recommandations que vous avez faites, j'ai retrouvé, moi, des phrases de ces jeunes où je me suis dit, oui, là, ça répond bien. C'est bien ça. Jamais être trop... on ne va pas lui demander son avis obligatoirement, mais en revanche, lui donner l'espace de pouvoir le faire s'il le souhaite. Voilà. Et donc, cette question de comment construire des éléments qui prennent en compte ce degré de maturité qui évolue au cours du temps. À la suite en parallèle de Jeunes Info Kids, j'ai été conviée à travailler dans le groupe Notice INSERM et Plan France Médecine Génomique, qui avait été initié par Flavie Mathieu avec le PFMG. Et j'ai trouvé ça très intéressant, effectivement, qu'on se pose la question de comment adapter. Alors, ce n'était pas que pour les enfants, c'était pour les enfants, mais aussi pour les adultes, avec un niveau de littératie ou des difficultés de compréhension. C'est pour l'ensemble vraiment de la population. Et assez vite, on a donc quand même décidé de faire des notices pour les enfants et des notices pour les adultes ayant des déficiences, parce qu'on a constaté qu'il y avait des différences en fait dans les modalités d'expression. Il y a des points communs, mais il y a aussi des différences. Et donc, ça nous a semblé important de créer des notices qui pouvaient être différentes. Je vais juste vous illustrer rapidement ce que j'ai fait. Alors, le travail a été long, fastidieux. L'idée était vraiment de penser les mots sur lesquels on allait travailler. S'interroger sur le sens de chaque mot, sur la signification qu'il pouvait avoir, rester dans la validité juridique, parce que c'était important de pouvoir donner une information. Il n'y avait pas de raison, en fait, et les résultats que j'avais eus dans Jeunes Info Kids étaient clairs. Les enfants ne voulaient pas avoir moins d'informations, ils voulaient juste qu'elles soient adaptées. Donc ça, c'était intéressant, je trouvais. Et le groupe était constitué, comme vous le voyez, de différentes personnalités. Il y a à la fois des personnes qualifiées en recherche, des personnes, donc, là, en tant que représentants des institutions. Il y avait des représentants d'associations qui venaient du GRAM, qui était le groupe de réflexion avec les associations de malades, des spécialistes de recherche clinique, information communication, l'association Tous Chercheurs. Voilà. Donc il y avait un groupe assez hétérogène. En revanche, nous n'avions pas d'enfants. D'accord ? Nous avions éventuellement des parents d'enfants, mais nous n'avions d'enfants malades, en particulier maladies rares, mais on n'avait pas d'enfants. Je trouve ça important parce que j'aimerais dire que, voilà, aujourd'hui je ferais différemment, mais l'affaire était comme ça. Donc, vous voyez, ça nous a pris plusieurs années avant de créer ces notices types. Et donc, dans le cadre du plan France Médecine Génomique, elles sont là depuis 2023 déjà, avec des fiches pour la génétique somatique et des fiches pour la génétique constitutionnelle, qui sont téléchargeables par les professionnels ou peut-être même par tout citoyen qui souhaiterait les télécharger, puisqu'elles sont en accès libre. Juste pour vous donner une idée, donc on a des versions illustrées, des versions... non, pardon, je reprends, excusez-moi. Des versions, j'arrive pas à dire ce qu'il y a, mineures simplifiées et mineures illustrées, avec pour la même idée, vous voyez bien, un changement de texte qui devient de plus en plus court, effectivement, des dessins qui prennent plus d'espace ou qui se simplifient, où on essaye simplement, là c'était juste la distinction entre génétique tumorale et constitutionnelle, par exemple, sur cette image. Donc on s'est fait aider d'une designer qui nous a vraiment aidé à concevoir aussi les schématisations. Donc une fois que ces documents sont en place, qu'ils existent, c'est vrai que le groupe Notice a aussi travaillé pour la recherche et a créé un instrument qui s'appelle Notice Infobox, qui est ouvert maintenant aux chercheurs de l'INSERM et qui un jour sera ouvert à tout type de chercheurs, nous l'espérons, qui permet de créer des notices de recherche qui permettent de s'adapter. Je le dis juste parce qu'il y a tout le volet génétique qui est aussi bien illustré dans ces notices, puisque souvent maintenant la recherche utilise des outils de génétique ou de génomique, et donc il nous semblait important, voilà, de pouvoir utiliser les mêmes types de schématisation, les mêmes types d'explications, les questions sur l'information à la parentèle qui sont bien présentes, etc. Donc vous retrouvez l'ensemble de ces éléments. Et il y a eu un papier qui est sorti pour illustrer ces différents éléments. Pour revenir maintenant, ok, on a des instruments. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est s'ils sont utilisés par les professionnels, c'est-à-dire qu'il y a de la résistance par les professionnels. Maintenant,
quand même, ils les utilisent. Donc ça va être, c'est une des grandes questions que nous avons. Et ultérieurement, bien sûr, on aimerait travailler maintenant à une relecture et une amélioration de ces notices par des enfants. Donc l'idée, c'est de créer un groupe constitué d'enfants concernés et non concernés qui pourraient nous aider à réviser ces notices. Donc on a la chance d'avoir un dispositif maintenant qui sont les CIRIC pédiatriques. Nous allons, alors ça sera évidemment pour les notices plutôt cancéraux, mais on espère pouvoir faire la même chose pour les maladies rares. On aimerait pouvoir le mener dans ce dispositif puisque je fais partie d'un de ces CIRIC pédiatriques et que on a, et Lola là ici va m'aider à réaliser ce travail à la fois sur l'usage, par les professionnels, par des observations de consultation et voir comment c'est utilisé. Et puis, avec ces focus group, avec des enfants, pour améliorer, puisque maintenant, on est dans la période où on aimerait pouvoir réviser ces notices s'il y en avait besoin, mais avec un retour à sa juste place des enfants. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup Sandrine de nous avoir explicité le travail fait sur ces notices d'information. On l'a vu tout au long, chacun a dit à sa manière et sur la base de sa propre expérience, a souligné l'importance de l'information adéquate pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir s'épanouir, s'exprimer, etc. Et je donne maintenant la parole à Ségolène Gaillard. Je l'ai invitée pour une raison bien précise, c'est-à-dire pour moi, ça constitue un success story, entre guillemets, le travail qu'elle mène au sein des hospices civils de Lyon. Elle est chef et coordinatrice du groupe Kids France, c'est un Young Person Advisory Group français qui travaille depuis 10 ans en impliquant les enfants dans les processus décisionnels, dans le montage des protocoles de recherche. Et elle travaille aussi dans des projets européens et dans le réseau EIPAGNet. Et je pense que son intervention, ça permettra de boucler la boucle, c'est-à-dire que chacun apporte à une expérience de terrain. Et je pense que comprendre l'activité de Kids France nous permettra aussi de créer les liens, le fil rouge à travers toutes les activités, les propos. Donc, Ségolène, sur la base de l'expérience, pourrais-tu nous expliquer quels sont les enjeux de formation et d'implication des enfants? Est-ce qu'il est nécessaire de les former? Est-ce qu'il y a des nécessités spécifiques pour pouvoir les inclure? Et quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans la participation des enfants à des activités qui mènent à la fois des politiques, des protocoles de recherche, etc. Merci beaucoup et puis merci à toutes les autres expertes. Pour moi, les enfants sont les experts dans ce que je fais. Donc voilà, mais en tout cas, je peux peut-être commencer par juste rebondir sur quelque chose. Les notices recherche, on va travailler avec Fabie Mathieu et Kids France. Donc voilà, donc ça bouclera le truc. Donc oui, mon travail, moi, c'est d'être facilitateur dans le groupe Kids France. Ce mot, il porte tout son intérêt parce que c'est pas ma voix qui est représentée, c'est vraiment celle des enfants et des jeunes qui sont membres de ce groupe. Alors au sein de Kids France, notre but c'est d'améliorer in fine la recherche clinique en pédiatrie par l'implication des jeunes eux-mêmes dans la conception, la conduite ou dans la dissémination de la recherche. Nos jeunes dans les groupes, alors on a plusieurs groupes, nos jeunes ont des groupes, on a des groupes dédiés pour certains projets dans certaines maladies données, notamment des patients maladies rares et qui avancent avec le projet sur la conception, puis comment ça se conduit, comment mieux informer aussi les patients. On est beaucoup dans tout ça et les participants à la recherche, comment faciliter leur expérience aussi à ces futurs participants à la recherche. Donc c'est quelque chose qui pourrait s'adapter à de nombreux sujets. On l'a vu en cancérologie dans le soin. Ça peut s'adapter à la génomique, avoir des groupes qui facilitent aussi la décision après derrière des jeunes, c'est important. Et je pense que c'est eux les mieux placés pour vraiment répondre à ces questions-là. Alors, on a aussi des groupes tout venants et Kids France, le premier qui s'est créé, c'est un groupe tout venant avec à la fois des jeunes qui n'ont pas de pathologie, qui ont des expériences du système de santé, quelles qu'elles soient, et puis des jeunes qui ont des maladies plus ou moins chroniques. Beaucoup de maladies rares, parce que pédiatrie, maladies rares, ça va beaucoup ensemble.
Et puis, donc ces jeunes, finalement, on va aller chercher leurs expériences, leur vécu, savoir comment un petit peu on peut améliorer peut-être le processus in fine de la recherche et l'essai clinique à venir. Alors, pour les questions qui se posaient, donc il y a les premières choses, c'est de convaincre son établissement ou le lieu où on est que travailler avec des jeunes de 12 à 18 ans, c'est important. Moi, je pars de loin. Si on part de loin dans le soin, côté recherche, je peux vous dire qu'on part de très, très, très loin pour impliquer les enfants. Mais les adultes aussi, oui, c'est vrai. Mais les adultes, les enfants encore plus, parce que justement, il y a à la fois cette barrière des médecins, mais aussi la barrière des parents, qui est pas, elle est bien légitime, hein, on peut l'entendre, mais les parents en recherche notamment, et plus on est vers une recherche à risque, plus c'est les parents qui vont prendre la décision pour l'enfant, et pas du tout l'enfant lui-même. Voilà. Donc les impliquer en amont pour faciliter l'expression de la voix de l'enfant quand il va être informé et à sentir, pas consentir, à participer, oui, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, ça avance, ça progresse. On a de nombreux groupes qui se développent aussi un peu partout en France, à Necker, à Lille, à Bordeaux, bientôt peut-être Toulouse et Montpellier. Donc voilà, ça a tout débuté à Lyon, mais ça continue et ça se poursuit. Donc les principaux enjeux, c'est le volontariat, hein, tu l'as très bien dit, ça c'est clair, les enfants sont volontaires, donc peut-être qu'il nous manque aussi une certaine inclusivité, parce que être volontaire pour participer à des groupes et à améliorer la recherche, c'est peut-être avoir un petit penchant pour la recherche, quelque part. Donc on n'atteint peut-être pas tous les patients. On essaye d'aller vers des patients le plus largement possible en ne sollicitant pas que les associations de patients ou, je le dis sans aucun problème, la voix des associations de patients est certainement différente d'un patient qui n'est pas associatif. Voilà, donc on cherche aussi les différentes voix de ce type-là, différents milieux sociaux, culturels aussi. On essaye, ça c'est une grosse difficulté des groupes en général qui vont s'impliquer en recherche. Et puis ta question c'était la formation aussi, qu'est-ce qui est nécessaire? Alors moi, quand je suis arrivée aux hospices, on m'a dit faut que les enfants fassent la formation patient partenaire. Je leur ai dit, elle fait 3 jours, vous pensez que les enfants ils vont faire ça? Et puis elle n'est pas adaptée du tout à la recherche en plus. Donc je leur ai dit, non en fait. Les jeunes, donc nous on a pris le parti de se dire, on a une activité en recherche, autour de la recherche, autour d'un projet. La formation, elle se fait autour de cette activité-là. On a besoin de parler randomisation, double aveugle. On va former à la randomisation au double aveugle. C'est des experts là-dessus, je peux vous le dire. Contrairement à certains médecins que je connais. Donc voilà. S'ils ont besoin d'être... là, dernièrement, on a travaillé avec un sujet de plus ou moins fin de vie en réa. Donc on a eu une psychologue avec nous, quelqu'un de la réa avec nous, avec des enjeux pour permettre aux jeunes de s'exprimer et puis surtout être un peu un garde-fou aussi par rapport à ce sujet un peu complexe. Donc voilà, on s'adapte finalement au sujet qu'on a à discuter et à travailler au sein de focus group assez classiques. Les jeunes du groupe Tout Venant, ils se réunissent une fois par mois, donc ils sont bien formés au fil des années. Et aujourd'hui, ils en sont... donc ils évoluent au cours du temps dans ce groupe, ça fait 10 ans, il y a 43 jeunes qui sont passés par là. Aujourd'hui, c'est un groupe de 7 à Lyon, par exemple. Et aujourd'hui, ils en sont à écrire eux-mêmes leur projet de recherche sur l'expérience des patients en recherche clinique. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas se limiter avec les jeunes, parce qu'ils ont beaucoup à apporter. Et je pense que ce sera un petit peu mon mot de la fin aussi là-dessus. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Je partage le fait qu'il faut respecter un peu la singularité, le parcours de chacun, c'est très important.
le fait que dans ces groupes et dans ces consultations, il y a les participants ils peuvent être à la fois des patients, mais pas que, des aidants, des frères, des sœurs, des enfants qui veulent devenir médecins. Et qui rêvent de ça, et quelque part, ils commencent à se sentir impliqués dans ces démarches. Alors, parfois, je me rappelle, il est arrivé, il me dit, oui, j'ai fait des recherches, et donc, on parlait justement des tests génétiques et des données, etc. J'ai fait des recherches, etc. Donc, c'était assez drôle, parce que je le voyais vraiment engagé, comme s'il était en train de préparer sa thèse de médecine. Et puis, à la fois désemparé, parce qu'à 14 ans, forcément, il y a quelque chose qui nous échappe, mais avec la posture du futur médecin, donc c'est assez drôle. Et peut-être il y a des questions dans la salle, et sinon après j'ai le deuxième tour des questions que j'ai en tête. Il y a des questions dans la salle. Merci pour toutes ces interventions. Là, on s'adresse à des enfants qui ont un certain âge. On n'a pas trop parlé d'âge, mais disons des enfants qui savent lire, écrire. Voilà. Une des questions, je trouve, qui est centrale dans les années à venir, c'est la question de l'articulation entre tous vos travaux et cette importance d'impliquer les enfants et le dépistage néonatal par génome qui arrive un peu partout en Europe, qui va arriver en France, et pour lequel, là, pour le coup, la décision va être entièrement prise par les parents. Voilà, je ne sais pas comment on peut réfléchir par rapport à toutes vos réflexions qui sont extrêmement pertinentes et pour lesquelles on se rend bien compte en pratique clinique, parce qu'avec Marcella, ça fait des années qu'on travaille sur le sujet justement d'impliquer les enfants dans la démarche diagnostique des tests présymptomatiques. On se rend bien compte à quel point c'est important pour eux, y compris pour leur avenir, c'est-à-dire qu'ils se soient eux-mêmes appropriés cette question-là. Voilà. Donc si vous avez des pistes de réflexion, ça m'intéresse. Humblement, je n'aurais pas de piste de réflexion, mais je voudrais juste dire que ça a été une vraie question dans le protocole de recherche de GenInfoKid, de savoir à partir de quel âge on démarrait. Donc je pense que ça peut être juste intéressant de dire qu'avec le comité d'éthique, c'est vrai qu'il y a eu des échanges et qu'on s'est dit que 10 ans, c'était l'âge où on pouvait démarrer, mais qu'avant, c'était un peu compliqué. Au moins parce qu'on voulait faire des focus group, c'était la méthodologie. On voulait les faire parler donc, autour de vignettes. Et les 10-14 ans, on voyait bien que c'était déjà pas si simple que ça de les faire parler, avec tout ce qu'on a pu dire sur la mise en confiance, etc. Mais ça a été possible quand même. Mais c'est vrai que très nettement, des enfants dès l'âge de 5 ans, 4 ans, 5 ans, peuvent démarrer, avoir envie de comprendre ce qui se passe. Je vais avoir une piqûre, je vais avoir je sais pas quoi, voilà. La question de la gradation, de quelle information, à quel âge un enfant a besoin, je pense que... j'imagine qu'en dehors d'ici où on parle que de génomique, j'imagine qu'il y a des espaces où on en parle. Et ce serait vraiment intéressant, effectivement, de capitaliser dessus pour cette question précise que vous venez de poser, qui est celle de s'il y a eu un test génétique très tôt, donc là on parle de très très tôt, à quel moment et sous quelle forme, et pour dire quoi, il faudra y revenir. Et voilà, moi je sais que juste en oncopédiatrie, les enfants disaient juste, bon, on n'a pas tout compris ce qui s'est passé sur la génétique, mais en revanche, on a compris qu'on aimerait qu'un jour, on nous réexplique calmement quand on sera guéri, parce que cette perspective-là leur permettait de postponer un peu l'affaire, qu'on nous réexplique ce qui s'est passé. Et donc dans les focus group, quand ils discutaient entre eux, en particulier les grands ados, c'était à 18 ans, ça serait bien qu'on ait une consultation dédiée qui permette de nous expliquer ça. Et comme on dit depuis ce matin, ça va nécessiter du temps, des moyens humains. Donc c'est vrai qu'à mon avis, il faut bien qu'on réfléchisse en amont, de mettre en place tous ces tests dans tous les sens, de qu'est-ce qu'on aura comme moyen pour pouvoir répondre finalement à cette exigence-là minimale que je viens juste d'exprimer. Je peux y aller ? Je peux ? Oui, juste, donc, juste peut-être pour répondre à Delphine, le problème de ce dépistage, pour le coup, dépistage néonatal, on ne pourra rien faire au regard du fait de le faire ou de ne pas le faire. C'est quand même un acte volontaire des parents. Il y a quand même quelques espaces, on va dire, de liberté, entre guillemets. On n'imagine pas que les gens diront non, de toute façon, mais bon, bref. Mais la grande question, c'est celle du retour de l'information à l'enfant. Alors, je ne suis pas convaincue que ça soit à 18 ans. Il faut probablement l'envisager avant. Et je pense que ça, c'est ce qui va garantir les droits de l'enfant.
Enfin, voilà, c'est juste une petite parenthèse. Mais ce n'était pas ma question. D'abord, merci à toutes les 4, c'était super. Plutôt pour Ségolène, je me demandais, c'est vraiment de la curiosité, comment est-ce que vous recrutiez comment on fait la proposition, parce qu'on ne peut pas dire qu'on les recrute, mais comment vous les proposez. Et puis, vous disiez que c'était aussi des groupes qui évoluaient, et à quel moment ils se sentent plus jeunes? Vous ne les virez pas à 18 ans, j'imagine. Donc, à quel moment ils... Ouais, non, voilà, je me posais la question surtout de la constitution des groupes. Merci. Oui, donc on les recrute. En tout cas, on essaye de faire de la pub un maximum. Alors, moi, je travaille dans un centre d'investigation clinique. Je suis rattachée à l'hôpital. Donc, des patients, on en voit. Et il y a des patients, on sent qu'ils ont, ils ont des flyers à dispo. Ils peuvent avoir... je peux venir leur expliquer au travers d'une consulte ce qu'est le groupe. Des médecins nous en envoient aussi. Donc, c'est comme ça qu'on a les patients. On a des écoles, enfin des lycées, des collèges et des lycées. Qui nous écoutent. On va en parler quand on a des jeunes de certains collèges ou lycées qui sont là. On essaye d'aller parler avec eux de ce que font les jeunes, parce que les meilleurs représentants de ce groupe, c'est vraiment les jeunes. Voilà. Et puis, on contacte les parents, si on l'a eu via le... Et ensuite, on obtient un consentement quand même des parents, parce qu'on ne fait pas une activité comme ça sans leur accord. Et puis après, les enfants sont vraiment... ils fonctionnent dans le... Enfin, les enfants, ils ont entre 12 et 19 ans aujourd'hui. Donc voilà, le plus âgé a 19 ans. Pourquoi ils partent aussi? Parce que ils partent en fait parce qu'ils vont faire médecine pour certains. Donc ils n'ont plus le temps. C'est une bonne raison. Mais voilà, ou d'autres qui s'éloignent pour la fac, des choses comme ça. C'est plutôt, ça se fait... tranquillement, un petit peu comme ça. Et j'avais entendu, c'est peut-être toi, les pires, les plus grands qui sont un peu voilà, qui vont aller entraîner les plus jeunes qui arrivent dans le groupe et les former aussi avec moi, parce que finalement, enfin avec moi et puis tous les intervenants qui passent dans le groupe. Donc c'est vraiment intéressant aussi d'avoir des plus grands pour ça. Ils sont bien plus proches d'eux que je ne le suis. Ils ont des idées à peu près similaires, en effet, donc on ne les fait pas partir à 18 ans pile, non. Oui, je vais peut-être revenir sur la question que soulevait Delphine, d'un point de vue effectivement de la réflexion éthique. On voit que dans le champ du soin, de la médecine, de la recherche, enfin dans tous les champs, la question de la participation, de l'autonomie du sujet, de sa participation, elle est centrale, et quelle que soit l'atteinte aux capacités de s'exprimer des sujets. Bien sûr, quelqu'un peut dire, parce qu'il a toutes ses capacités de s'exprimer, de participer, voilà, ça va être la cible idéale. Là, vous allez vers les enfants avec des moyens spécifiques. On peut aller vers les personnes qui ont des troubles cognitifs, par exemple, qui ont de la pathologie de type Alzheimer, pareil, ou avec les personnes en situation de handicap. On peut même, pour des personnes qui sont dans le coma, avoir des directives anticipées, des personnes de confiance, voilà. La question du nouveau-né, c'est vrai que c'est un mystère, parce qu'en fait, tous les outils que la loi nous aide à mettre en place pour essayer d'aller chercher malgré tout la façon dont la personne se représentait sa vie, quels souhaits elles auraient pu avoir concernant leur santé, même quand elles ne sont plus en capacité de le dire. Je pense aux personnes avec des troubles neurocognitifs, les personnes âgées. Bon, leurs enfants peuvent témoigner. Ils étaient comme si... Ils ne vont pas dire exactement ce que la personne aurait dit, mais ils peuvent être des témoins de leur vie. Pareil pour quelqu'un qui est dans le coma. Puis il y a certaines personnes qui ont laissé des directives. Mais le nouveau-né, il arrive, il est tout neuf dans la vie. Et donc personne ne peut savoir, enfin voilà, il est tout... Et donc effectivement c'est mystérieux, parce que finalement, il ne va pas... Je suis d'accord, il ne pourra jamais donner la moindre assentiment, participation, quoi que ce soit. Forcément, on va devoir passer par les parents, et la question va se reporter vers comment on le lui dit à un moment donné. N'empêche que des décisions le concernant auront été prises par des tiers sur une base qui n'est pas lui, qui est l'idée que ses parents
se font de lui et de l'éducation qu'ils veulent lui donner et de tas de choses. Et là, je trouve que voilà, il y a ce moment entre le nouveau-né, l'enfant très petit, enfin jusqu'au moment où un enfant peut effectivement commencer à comprendre. Et là, on va aller le chercher et il commence à avoir une histoire de vie. Mais celui qui arrive au monde, son histoire de vie, elle n'existe pas encore. Et c'est ça que je trouve mystérieux et qui fait un point tout à fait spécifique par rapport aux autres situations sur la question de l'autonomie du sujet. Alors en prénatal encore plus, mais en prénatal, on a admis que c'était les parents. Mais dès que l'enfant est au monde, là, il y a une période encore où on n'en saura jamais ce qu'il a dans la tête. Je voudrais rebondir par rapport à ça, en disant, et après je te donnerai la parole, nous avons réfléchi aussi à ça, parce qu'en fait, on a vu les enfants, ce n'est pas une catégorie unique, donc les tranches d'âge sont différentes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, dans ma diapositive, j'avais marqué quelque chose qui nous avait interpellés. On est parti de l'idée de l'autonomie à concevoir comme un right to an open future. Donc, à partir du moment où on a réfléchi à des options et des décisions qui tiennent compte de l'intérêt de l'enfant à un moment donné, parce qu'on ne peut pas parler d'intérêt supérieur de l'enfant tout court, mais il faut le contextualiser. Peut-être aussi de se dire que, puisque c'est un nouveau-né et qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir, et peut-être réfléchir aussi en termes de prendre les décisions qui limiteront le moins ces décisions futures. Et donc, une gradualité dans la prise de décision qui peut être adoptée, parce qu'il faut partir de l'idée que plus l'enfant grandit, moins les parents ils ont un rôle à jouer, entre guillemets, ils seront soutien, etc. Et si on part de cette idée-là, peut-être on pourrait mener une réflexion sur quel type de décision, à quel moment pour un nouveau-né. Non pas en fonction du fait qu'il pourra participer ou pas, mais qu'ils impactent le moins... voilà. Pour poursuivre peut-être un peu ce que tu disais en termes de réflexion et de en fait l'autonomie du nouveau-né qui n'existe pas. Hein, on va pas. Il faut voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit d'accord avec le fait que l'autonomie du nouveau-né n'existe pas. Et puis je rappelle que le test de Guthrie, personne ici ne s'est jamais ému du fait de ne pas avoir été informé du test de Guthrie qu'il a peut-être subi à sa naissance. Non, je caricature, hein, je caricature. Mais oui, alors j'allais y venir. C'est que sur le geste, on n'est pas sur quelque chose de complètement différent. En revanche, c'est ce que tu disais sur les impacts que ça peut avoir. C'est là qu'il faut être très clair. Et moi, c'est là en fait que je vois le plus grand risque. C'est-à-dire que le risque, pour moi, il se situe dans le fait de comment demain, on va présenter ces nouveaux tests génétiques proposés en première intention en néonatal aux parents. Donc l'enjeu de communication et d'information, il est majeur. Si tu le vends comme l'assurance biologique de tes enfants, tu penses bien que tu ne vas avoir qu'une adhésion à 100%. Donc la question de comment on va communiquer sur ces enjeux-là, et sur aussi la question des faux positifs, des faux négatifs, il y a tout un tas de questions, y compris méthodologiques, qui se posent. Tu les connais bien mieux que moi. Voilà, et donc on a ce travail de réflexion à mener sur la manière de communiquer et d'informer les parents à quel moment. Enfin, je rassure, ici, il y a déjà un cadre juridique qui est à peu près complet sur ce qu'on doit faire en néonatal et en génétique. Hein. Voilà, je ne dis pas qu'il est bon, mais je dis qu'il est là. Voilà, donc il va falloir faire avec. La crainte, c'est qu'il n'y ait plus aucune information, parce que ça va se passer dans les maternités privées, ça va se passer partout. Donc la crainte, c'est qu'il n'y ait plus le temps de l'information et de distinguer un Guthrie pour lequel on teste une maladie, pour lequel il y a un traitement qui va permettre effectivement d'empêcher que cet enfant soit malade, avec un test génétique, génomique, etc. qui va... Et le deuxième point, parce que ça a été très bien souligné par vous, c'est la question de... les tests ne doivent être faits que dans l'intérêt de l'enfant. Et on voit bien que dans la deuxième liste de gènes, on part sur l'intérêt de la famille.
Voilà, et ça, donc, c'est tout pas ça, possible. ça va, Enfin, c'est vrai que ça va c'est s'étendre. étonnant. Oui, je suis d'accord, c'est Voilà, complètement donc, étonnant qu'on puisse élargir autant alors qu'on n'a pas les preuves de concept du bénéfice en population de faire ce type de dépistage. Autant, je pense qu'il y a sûrement des choses très importantes à faire, il y a peut-être des élargissements, mais pour avoir déjà travaillé, moi, sur l'avis de 2011 à la Haute Autorité de Santé sur l'élargissement du diagnostic néonatal par la technique initiale, hein, qui était celle, pas du tout génétique, mais spectrophotométrie, machin, truc muche, excusez-moi, on avait déjà été étonnés qu'il y ait déjà des pays où ils étaient à 30 pathologies, alors que nous, en regardant bien les bénéfices, si on était à 7, c'était bien gentil, quoi, en essayant de se dire, voilà, ça... Alors, il y avait un truc quand même que j'avais beaucoup aimé dans cette discussion qu'on avait eue à l'époque, et donc je me demande si ça peut pas quand même être une piste de réflexion. C'était celle qui était faite en Suisse. Ils faisaient un test assez large, donc c'était pas de la génomique, hein, on est d'accord à l'époque, et ils ne lisaient que sur les 30 ou 40 tests, enfin résultats qu'ils regardaient. En fait, il y en avait quasiment plus de 25 qu'ils ne regardaient pas, ils en regardaient précisément qu'une quinzaine, et sur cette 15, après, ils les cachaient. Et que si la personne, par contre, venait en urgence à l'hôpital, avec un syndrome vraisemblablement métabolique, là, ils ouvraient éventuellement la boîte de Pandore, la suite des résultats. Et je me dis, parce que on sait bien que comment on va pouvoir faire pour pas vouloir aller regarder, quoi. Et donc, non, mais surtout avec des. Donc là, moi, je m'interroge effectivement, et puis je m'interroge sur, comme tu dis, l'information qu'on va donner à ses parents. Comment, dans un moment de vulnérabilité qui est celui de la grossesse, et de l'accouchement, si c'est au moment de l'accouchement, enfin je ne sais pas si vous avez déjà eu le test du Guthrie et les autres, là, les 3-4 tests initiaux, on nous balance un petit flyer dans la chambre, hein, c'est pas grave. C'est pas très grave. Mais on nous donne un petit flyer, voilà. On le lit, on ne lit pas, et puis l'enfant est prélevé, etc. Si ça se passe comme ça, c'est sûr que ça ne va pas être très informatif. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choix. Alors là, il y aura peut-être un consentement explicite, enfin il y aura un truc à signer, mais ce truc à signer en maternité, enfin, quelle valeur ça peut avoir en termes de moment qui n'est pas approprié pour chercher de l'information, en tout cas. Qui ne me semble pas approprié pour moi pour chercher de l'information. I would like to ask some questions to Imelda and to Marion as well. We have seen that the childhood is a long adventure, and there are so many issues regarding the family, the social context, the languages barriers that can have an impact on the participation of children in decision, or it can have an impact also on the will of the child to participate, the difficulties that can we meet, for example, in genetic tests, etc. So in your experience, how we can, there are some tools or there are some experience that you had, how to identify the preferences of child to take part or not in decision, to be informed or not? That is one question for Imelda. And for Marion, it would be nice if you can provide us with some ideas on tools or on that we can adopt it to inform and include in more and more children in the genetic field. Okay, thank you. I'm sorry I can't speak fluently in French, but I can understand a lot of what's being discussed. I'd just like to make the point before I talk about what can help, sure. And that is, recently I collaborated on a book published by three Australians, and it's called Deciding with Children. And one of the authors is an ethicist, and the other is a consultant, a doctor. And the reason we published this book is because it's not about a child's capacity or competency. If we accept that children have a right to participate, then it's about their participation in the process, not necessarily making the decision. And there are three categories, which is one, neonates, enfants, that can't make a decision, the parents or the advocate. Then the second is the middle children, and then the adolescents. But if we decide that we're going to involve children and allow them to participate in decisions,
when they're 14, 15, and 16, when they have the capacity, it's too late. We need to start early. So it's a process. So it's called deciding with children, not deciding for children. But back to your question, Anna Grazia, about what can help. In the UK, they came up with 3 good questions. So trombone questions, which is that, you know, tell us what you think is happening, you know, to check the child's understanding, and then repeat the information in a better way, using tools to help the child understanding. And there's a lot of great work being done now around videos, question prompt lists, drawings, graphics. Children are very visual, games. There are PhD students, I examined one recently, they developed a game to help a child undergo a procedure that required anesthesia. But when they implemented the game, and the child played the game and practiced going through the procedure, then they were able to go through the procedure without anesthesia. And these children were as young as 3 and 4. So we have to suspend our beliefs about children. Those of you who have children know that childhood keeps changing, and children are much more used to technology. Even 2-year-olds can do the swiping on a phone. So we need to use technology, videos, graphics, to help a child understand. So that's the first question. The second question is, what would you like to ask us? What questions have you? And then the third one is, what would you prefer? And even if you cannot accommodate their preferences, at least you ask and find out, and maybe give them little choices. What is permissible at that point in time. But I am pleased to see there are a lot more good interventions being developed, and I think the day when we give a child a piece of paper and say, read that, even if it is written in child-friendly language, is not enough. Okay? Oui, merci pour la question. Je repensais en vous écoutant que il me semble que de mettre l'enfant en position active, et là dans ce que vous proposez sur la question des dessins, et je me disais que ça le remet en fait un peu en sujet de cette histoire, là où il est quand même très passivé par la consultation, par les informations, et je trouve que c'est une façon de le dire qui est chouette, et tous ces outils, je ne les connais pas, mais ça m'intéresse d'aller regarder. Moi, ce que j'avais en tête, que j'avais un peu écrit avant la journée, en fait, ça a évolué aussi au fur et à mesure de la journée, de ce que j'ai entendu. Mais c'est la question, donc, c'est une idée qui a été quand même beaucoup reprise, mais que le consentement et l'information sont des outils processuels pour repenser le soin avec les enfants. Et dans un sens où l'enfant, en fait, peut en retirer une certaine narrativité. Et peut-être pour répondre un peu à la question d'Elphine, je me disais que ces tests qui vont arriver, ça pose des questions aussi sur la façon dont les parents vont pouvoir en dire quelque chose à l'enfant et comment ils vont en dire quelque chose et quel sens ça peut prendre pour ces enfants, cette histoire-là. Et ça me faisait penser à la recherche que je fais actuellement, donc où c'est des découvertes en prénatal. Et moi, je rencontre les couples en postnatal et je remarque que très souvent, les couples ont beaucoup de difficultés à énoncer ce qui s'est passé en prénatal à leur enfant, alors que pourtant, ça peut avoir des conséquences dans sa vie actuelle. Et voilà, donc je me disais, il y a accompagné en tout cas ces créations de narrativité, ces créations de sens, enfin, pour que ça puisse avoir du sens pour l'enfant. Et voilà, oui, il y avait l'idée aussi de l'évolutivité de cette information, de réinformer l'enfant à plusieurs moments. Et effectivement, vous avez raison de le mettre en position active dans ce temps-là. Et je pense aussi que les dispositifs de consultation interdisciplinaires à différentes étapes du soin ont des effets d'après-coup qui aident.
Et voilà. Et peut-être un autre truc aussi sur la question, là, quand je parlais de savoir profane et savoir de la maladie, je trouve que c'est aussi intéressant et peut-être très important d'entendre quelles sont les représentations que l'enfant a en amont, les représentations profanes autour de la maladie, parce que je pense que parfois c'est aussi un des sujets qui fait qu'il y a un peu un malentendu, et si on ne prend pas ce temps d'écouter ces représentations profanes de la maladie, je pense qu'on passe un peu à côté. Et je me disais que tout ça, en fait, ça prenait beaucoup de temps. Et dans ma tête, comme ça, j'avais le sentiment que c'était un peu le travail des psychologues, et en même temps, je pense que pas que. Et donc, ça pose aussi la question de comment s'occuper de ça, qui va s'occuper de ça, quels outils on va mettre en place pour s'occuper de ça. Voilà. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Non? Peut-être je vais vous remercier chaleureusement. Les échanges m'ont convaincu davantage, si je n'étais pas encore convaincue, de la nécessité de développer des travaux interdisciplinaires sur les sujets pour voir les différents selon les différentes perspectives, d'analyser les sujets sous les différentes perspectives et surtout d'essayer de travailler avec les enfants, parce que ce qu'ils sont capables de nous dire, ça nous aide à réfléchir et à aller de l'avant. Et ça, c'est super important. Donc, je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à Sandrine pour les conclusions de ces rencontres. Alors, je ne vais pas refaire tout le colloque, je vous promets. Et puis, on va essayer d'être rapide parce qu'il fait quand même sacrément chaud et que je pense qu'on n'a qu'une envie quand même, c'est d'aller respirer l'air dehors qui sera peut-être aussi chaud, mais d'aller se baigner pour ceux qui restent à Marseille, peut-être. Alors, déjà, donner peut-être quelques éléments moi, qui m'ont vraiment marqué dans ce programme. Je veux bien l'avoir sous les yeux, Anna Grazia. Tu peux me donner le programme qui est juste derrière. Donc merci vraiment beaucoup au plan France Médecine Génomique de nous permettre d'avoir chaque année ce moment qui permet, je pense, à la communauté des chercheurs en sciences humaines et sociales de penser, de réfléchir les objets qui sont là à notre disposition. Là, on ne parle pas que du plan, on ne parle pas que de génomique, on parle de génétique au sens un peu plus large, je pense, mais effectivement, ça résonne énormément dans chacun des projets de recherche, de votre pratique clinique pour ceux qui sont cliniciens et aux institutionnels aussi qui pensent les cadres qui nous aident de fait je pense, à cheminer, en tout cas, si ce n'est à résoudre des questions éthiques que l'on peut se poser ou même des questions d'organisation pratique ou de voir aussi ce que ça fait aux professionnels et aux patients qui sont concernés. Donc juste pour vous glaner quelques éléments, moi, que j'ai retenu de ces journées. Donc, pour mémoire, on a eu d'abord une présentation du plan France Médecine Génomique où je pense que très vite, ça nous a permis de nous mettre dans le bain un peu de là où on en était et surtout du futur de ce plan, parce que voilà, c'est vrai que j'avais même pas réalisé qu'on était en 2025 et que c'était le plan France Médecine Génomique 2025. Et donc, bon, c'était bien quand même de se projeter un petit peu plus loin, même si c'est encore flou, mais bon, on va être en attente de voir ce qui se passe. Puis, on a eu un certain nombre, donc 4 sessions de communication orale sélectionnées. Je voudrais juste vous rappeler, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on puisse prendre le temps de penser comment évaluer l'efficience de ces tests génomiques. Les questions de décision reproductive, on les a réabordées là de manière très ponctuelle, mais je pense que c'est des questions majeures parce que c'est des questions sociétales qui vont nous être posées de manière globale, puisque voilà, on vient d'en parler sur le texte néonat qui ne sont pas les tests prénataux, mais voilà, on voit bien qu'il y a ces questions quand même de choix individuels de couple ou de femmes seules. Et la question, c'est comment nous, société, nous les accompagnons dans ce processus-là. Et c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident, surtout face à toute cette technologie qui va nous arriver. Et puis, on a eu ces travaux de nos amis belges sur les questions d'information. Et j'en ai reparlé un petit peu. Forcément, moi, ça m'intéresse pour savoir ce qui a pu être fait pour les enfants en particulier. Donc, ça sera au fil d'autres discussions. Et puis, sur cette question éthique du génome de référence, grâce à Marliès et travaillant dans d'autres domaines de la génétique sur les dépistages, cette question-là, elle est éminemment importante parce que si on se trompe en fait de génome de référence, en fait, si on se trompe, si on n'utilise pas bien, on risque d'avoir des résultats qu'on va rendre à des personnes qui seront erronées en fait, totalement dans l'interprétation que l'on peut faire. Et je pense que là, il y a de la responsabilité qui est en jeu.
Ensuite, nous avons une super table ronde sur les regards croisés sur la production des données de prescription des tests génétiques. Moi, j'ai trouvé très intéressant de penser les remontées de ces données, c'est-à-dire comment elles vont d'un espace clinique à un espace institutionnel, en voyant qu'on avait du mal quand même à ce qu'elles soient transparentes, enfin qu'on arrive à bien les remonter, les évaluer, et qu'il y avait une responsabilité. Je peux vous dire que les citoyens, ils nous attendent au tournant. J'ai eu la chance de participer à une concertation sur le dépistage du cancer du sein, et les citoyens étaient sidérés qu'il n'y ait pas d'évaluation et des chiffres clairs sur certains coûts, par exemple, des dispositifs. Et là, c'était les coûts du dépistage qu'on ne connaît pas en France. Et donc là, je pense qu'on a une responsabilité collective sur tout ce qu'on met en place en innovation technologique, de savoir faire remonter de l'information pour pouvoir la mesurer, l'évaluer. Et je pense que là, c'est important, surtout qu'on a parlé, si vous vous souvenez, des coûts humains de cette production de données. Et je pense qu'elle n'a pas été encore bien évaluée. Coût humain, parce que chacun a un petit rôle dans cette production de données. Je parle bien sûr pas de moi du tout, je parle de tous des cliniciens, les acteurs de la collecte des données, et je pense qu'elle n'a pas été pensée. Et ça les enlève du soin. Il faut bien voir qu'on demande à des personnes qui normalement sont dans le soin d'aller faire de la collecte de données. Et je pense que ça a donc un coût dans le soin, puisqu'on enlève du soin des personnes qui normalement sont dans le soin. Donc ça, c'est une vigilance éthique aussi, je pense qu'il va falloir qu'on ait à cœur. Deuxième table ronde, nous avons parlé de la temporalité ce matin dans le parcours de soins. Heureusement qu'on a eu Benjamin qui nous a reparlé des différents bons moments, Kéros, Chronos, Héron, qui nous permet de se positionner sur ces temporalités qui sont très différentes selon qu'on est un patient, un professionnel, selon qu'on est un parent, qu'on est un enfant. Et là, je pense qu'à tous, ça nous a permis aussi de repenser les notions qu'Émilie nous a rappelées sur s'adapter à chacun, sur le fait que Eva nous a dit qu'il faut prendre, qu'on prend collectivement de moins en moins de temps pour réfléchir, parce que collectivement on va de plus en plus vite, et que là il y a peut-être ce problème de cette antagonie en fait. Plus c'est compliqué, plus on devrait prendre de temps et moins on en a. Donc il y a quand même une dissonance qui moi me paraît un peu problématique. Et bien sûr, on a parlé ensemble de l'économie de la promesse, qui a résonné pour moi avec ce couple, qui était bien sûr, enfin vous avez tous été un peu évidemment émus par ce cas, mais ce couple qui en fait était dans la volonté d'avoir un enfant parfait. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie pas grand-chose. Enfin, je pense que le problème, c'est qu'il y a cette notion ils entendent des possibles, et ces possibles, ils les transforment dans un désir, dans une projection qui est peut-être pas adaptée. Et là, c'est un risque qu'on fait courir aussi de manière citoyenne. La troisième table ronde était sur les patients en attente, où nous avons eu un certain nombre de réflexions sur cette posture à avoir. Donc Julia nous a rappelé, en nous faisant décaler un petit peu, un cas un peu particulier de la leucémie lymphoïde chronique, mais pour nous faire penser le fait qu'être patient, en fait, diagnostiqué d'une pathologie, mais seulement sous surveillance, c'est pas si loin que ça qu'un patient qui a un diagnostic d'une pathologie potentielle est sous surveillance, et de penser les relations qu'il pourrait y avoir entre ces différents cas. On s'est interrogé sur les mots à employer, et je reviens dessus. Je pense que c'est pas si simple que ça de trouver le bon mot, et je suis d'accord que le dépistage, pour moi, c'est en population, le test génétique de diagnostic, mais en fait, ça va pas bien non plus à cette question-là. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à trouver la bonne terminologie. Et merci aussi pour tout ce travail fait sur les données additionnelles par Éléonore. Effectivement, on suit avec attention ce travail, parce que nous, dans GenInfoKid, on a eu très peu de données. Bien sûr que c'est arrivé, mais c'est très rare quand même, heureusement. On a dit 4%. Donc ça veut dire qu'il faut collecter beaucoup. Il faut avoir quand même une cohorte relativement importante pour pouvoir justement suivre ces personnes concernées par ces questions-là. Mais je pense qu'elles sont essentielles. Et surtout, alors s'il y a du diagnostic néonatal qui arrive, il va falloir suivre ça précisément. Et merci à Dominique de nous avoir repris un peu historiquement d'où vient cette question de la médecine prédictive. Et on est arrivé à se poser des questions
hein, sur finalement l'usage de cette génomique en population, tout en étant un peu bousculé par cette question de la dernière intervention de la table ronde sur le fait que la génomique finalement était peut-être la suite logique de cette médecine prédictive et qu'on était juste dans une interrelation. Peut-être que la médecine prédictive, c'était l'histoire de l'avant de la génomique. Alors c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, mais finalement, peut-être que ça peut être intéressant de se le reprendre dans ce sens-là. Et évidemment, Marcella nous a rappelé ce processus complexe de l'annonce d'une pathologie, alors bien sûr d'un risque, avec ces notions d'effroi, de sidération, d'angoisse, signal, qui nous permet de nous motiver et de reprendre pied par rapport à cette annonce. Et en fait, je me dis que ça nous interroge tous finalement, parce qu'en fait les cas sont très variables, mais sur ces motivations à savoir, sur comment on va accompagner des personnes dans ce processus, qu'ils analysent eux-mêmes cette motivation, mais qu'ils ne soient pas passifs en fait. Comment on va rendre les personnes, les citoyens, tous les citoyens qui vont être concernés par la génomique, non pas passifs parce qu'on leur dit c'est ça qui est bien pour vous, et en fait en général c'est comme ça qu'ils l'entendent. Mon médecin me l'a proposé, ça doit être bien pour moi. En quelque chose d'un peu plus complexe, qui est d'analyser quelles sont mes motivations à connaître ce futur potentiel qui m'est permis d'appréhender un petit peu, parce que soyons honnêtes, on ne saura pas tout, d'appréhender un tout petit peu. Mais donc il va falloir changer cette perspective en fait, essayer de les aider à avancer. Et je peux vous dire qu'il y a du chemin, parce que nous dans nos entretiens avec les patients, souvent quand même, ils étaient dans un regard quand même très en confiance. Donc ça veut dire qu'ils ont confiance en nous, que ce qu'on va leur proposer est bon pour eux. Donc si nous on a des doutes sur le fait que ça soit bon pour eux, je pense qu'il faut qu'on s'interroge vraiment. C'est déjà pourquoi on le propose, et après, si on le propose, il faut arriver quand même à leur montrer les points limites pour qu'ils deviennent eux aussi acteurs et plus acteurs de ce processus. Et je n'ai pas de solution à proposer, mais je pense qu'on y réfléchira d'ici l'année prochaine.